Bonjour à tous. Euh, Moi, je suis Daniel Soto et je vais vous présenter la plateforme terrestre sur laquelle on travaille au laboratoire XLIM. Et moi, j'étais censé de venir avec un collègue, un doctorant, mais il n'a pas pu être ici pour vous présenter le travail qu'on fait avec les drones. Bon, donc je vais parler plutôt de la plateforme terrestre. Un peu de ce que j'ai fait au laboratoire, moi j'ai fait partie de la plateforme Premise. C'est la plateforme Gathering Tools for Modeling and Simulation Systems. Euh, et dans cette plateforme, on supporte le développement de logiciels du laboratoire. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais censé de partager ou de travailler avec les équipes qui font la recherche sur la robotique et aider tous les chercheurs de travailler avec une forge logicielle de type GitLab. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, donc ça a été mon travail de pousser un peu les efforts de recherche dans cette direction. On est une dizaine de personnes, et personnel CNRS, personnel de l'université, et moi je suis le dernier qui est arrivé à la plateforme. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler un peu du Challenge ROS, qui a fait partie de plusieurs développements, notamment d'un test qui vient de finir. Et, ensuite, je vais vous parler un peu de Acrometrics, que c'est un projet européen et qui est complètement lié à la robotique appliquée à l'agriculture et qui a motivé la création de la plateforme mobile dont je vais parler aujourd'hui. Et comme vous savez, c'est notre intérêt de la part du laboratoire XLIM d'inscrire cette plateforme dans les Robotex et T-Rex pour qu'il soit une plateforme mutualisée pour la communauté et, bon, et pour créer des retours d'expérience. À la fin, je vais parler un peu sur les licences logicielles. Et donc pour les Challenge ROS, l'équipe XLIM, le laboratoire XLIM, faisait partie du Team PITH. C'était un consortium de 3 entreprises. Carbonbee, qui est une entreprise qui fait l'analyse d'images hyperspectrales avec un capteur qu'ils ont développé in-house. Et avec l'intelligence artificielle, il arrive à détecter les maladies des plantes. Et Saviagri, que c'est une entreprise basée sur Clermont-Ferrand qui fabrique des tracteurs électriques. Bon, le Challenge Ranch, ça a été dirigé par le LNE et l'INRAE. Et l'objectif du Challenge Cross, en gros, c'est d'enlever de façon mécanique, de façon électronique, on va dire, les équipes devaient choisir un actionneur pour enlever les mauvaises herbes dans la section intra-rang et la section intra-rang et inter-rang. C'est-à-dire qu'à la fin du passage de la machine, il ne devrait y avoir plus de savantis sur cette partie. Et la partie plus compliquée, c'est d'enlever les savantis ici. Donc c'était un gros travail d'asservissement visuel pour détecter d'abord les maïs, l'haricot, et d'attaquer les mauvaises herbes. Donc c'était, en gros, c'est ça qu'il fallait faire. Et bon, les projets bien définir. Et ici, je vous montre la plateforme de Saviagri qui a été commandée, non, contrôlée par nos algorithmes. Ici, les robots se déplacent de façon autonome. À l'avant, on a un cluster de senseurs avec une puissance de calcul embarquée qui nous a permis de commander les robots de façon autonome. Et l'un des plus importants challenges qu'on a eu, c'est la disponibilité de la machine. C'est une machine est toujours disponible à Clermont-Ferrand, mais on est sur Limoges. Donc avoir accès à la machine pour faire des tests, ça n'a pas été évident.
Donc c'est pour ça qu'on a travaillé d'abord avec les modèles virtuels sur ROS, toujours sur ROS, avec Gazebo. Et donc ici je vous montre le travail de Tessar qui a testé d'abord la techno de façon virtuelle pour ensuite le tester sur place avec les robots réels. Et j'espère que vous allez voir tout au fond la petite machine de vinage qui va agir sur le sol et de simuler l'action de vinage avec le robot virtuel. Et donc, comme je disais, l'un des soucis plus importants, c'était l'accès à la plateforme. Donc on a avancé plutôt sur des solutions agnostiques, c'est-à-dire que... euh, pardon. Ah, c'est... bon. Et on a développé ces boîtiers que vous voyez ici à la vente, qu'on a appelé XI, et une deuxième copie qu'on a mis juste au-dessous de la machine. Et ce sont les mêmes capteurs avec lesquels on a travaillé sur la machine de Saviagri. Donc on a testé, on a fait des développements sur ROS, on a vérifié que ça fonctionne et on était capable de se connecter à n'importe quelle machine pour tester le même algorithme juste après de faire quelques modifications. Et dans ces boîtiers, on a des caméras RGB, des LiDAR, caméras d'autométrie visuelle, une centrale inertielle et un GPS RTK. Donc, ce type de capteur x2 sur ROS est compatible avec les algorithmes que vous connaissez et que on peut assez facilement les débrancher et venir s'installer sur notre machine. C'est ça qu'on a appelé des solutions agnostiques. Et ici, bon, c'est la première photo de la plateforme qu'on a développée pour la suite de projets européens, Acrometrics. C'est une plateforme de configuration Ackermann qu'on a développée avec une entreprise proche de Toulouse, et l'entreprise Elatec. Et donc, on a rédigé un cahier de charges. Et bon, ils ont bien évidemment leur savoir-faire. Donc, avec notre cahier de charges, ils ont développé la machine. Et l'instrumentation agnostique nous a permis de faire la prise en main de la machine en 2 semaines. Donc, on a reçu la machine, on a tout monté, on avait déjà fait des tests. Et en 2 semaines, on était sur les champs pour faire des tests pour la compétition Acrometrics. Et bon, on a été la seule équipe à faire la tâche complète. On était très contents. Et ça a permis au doctorant de présenter sa thèse, de défendre sa thèse, parce qu'on avait bien travaillé. Un peu de côté de comment la machine fonctionne. Dans la machine, on a des moteurs commandés contrôlés par un contrôleur qui est connecté sur une bus CAN. Et à l'avant, on a un vérane électrique qui change l'angle de braquage des roues. Les deux sont connectés par le bus CAN à un contrôleur, et c'est à ce contrôleur à lequel on se connecte avec le bus CAN. Et on a demandé pour la conception de la machine, on a demandé un rack. C'est-à-dire qu'on peut... Cette partie-là, c'est quelque chose qu'on a bricolé à l'université. Et dans ce boîtier, on a installé notre capteur Xtool. Et bon, avec ça, ça nous a permis de faire la détection des adventices et des maïs et d'haricots au-dessous de la machine. Et on espère plus tard installer une piste d'atterrissage pour un drone pour faire des tests collaboratifs, de type collaboratif. Et bon,
Ça, c'est un projet en cours. Et comme vous pouvez voir, c'est exactement le même capteur qu'on a utilisé pour le Challenge ROS qu'on a installé sur la machine. Et ici, vous voyez, c'est le capteur de Carbon B, complètement, c'est un produit industriel d'une bonne qualité. Mais avec la collaboration qu'on a avec eux, on a aussi fait des tests avec leur algorithme. Et de plus, sur la machine, on a installé un modem 4G. Donc, on peut vraiment créer un réseau IP sur la machine. On a mis en place un serveur de type NTP et un magnétomètre monté à l'arrière pour faire de navigation autonome. Et ici, derrière, on a une antenne qui sert à la fois pour la connexion 4G et la connexion Wi-Fi. Donc, c'est plutôt une plateforme qu'on peut lancer n'importe où et avoir une connexion Internet, une connexion Wi-Fi. Plusieurs développeurs pourraient se connecter à la machine et faire des tests, faire des travaux collaboratifs. Un peu de publicité. Pour les GPS RTK, on a travaillé avec la technologie de Centipede.fr. C'est un réseau gratuit pour Limoges ici quelque part. Et c'était moi qui ai installé une base dans le bâtiment. Et donc c'est un petit boîtier avec un récepteur GPS, une carte Raspberry Pi dont on connaît très bien sa position et dont on envoie toutes les observations des constellations satellites au caster Centipede. Donc, pour avoir une correction RTK, il faut juste se connecter avec un client Ntrip, passer l'information de correction au récepteur GPS, et comme ça, on a une précision centimétrique du GPS. Hier, j'ai voyé les drones qui ont un capteur Drotec. On pourrait bien se servir de ce réseau pour envoyer les corrections RTCM et savoir la position du drone avec une précision centimétrique. Et donc, c'est comme ça que la machine Synteo fonctionne pour faire marcher les GPS RTK. Bon, comme je disais, dans la machine, on a un puissance calcul, un serveur, un capteur embarqué qui regarde vers le sol. Et c'est ici où un collègue Franco qui travaille sur l'intelligence artificielle a fait des tests avec des méthodes de type réseau de neurones pour détecter et traquer les maïs. Et ce travail a été fait dans le cadre du projet Acrometrics. Et donc là, vous voyez, c'est les maïs qui est détecté. Il y a des fausses positives, c'est vrai, des fausses négatives aussi. Ce n'est pas parfait, mais ça nous a permis de détecter le maïs et l'haricot. Plus tard, pour faire une observation visuelle et faire le travail de binage, la tâche de binage. Ok, ça c'est pour les Synteo et l'intelligence artificielle. Et pour la navigation, ici vous voyez, c'est le doctorant qui a fait la prise en main de la machine. Il savait davantage qu'il fallait partir de ce point-là et parcourir ces distances avec une interruption ici d'entre 15 et 10 mètres. Ensuite, changer de maïs à l'haricot. Je sais qu'ici c'est l'haricot parce que l'haricot c'est une plante beaucoup plus petite, donc ils sont semés toutes les plantes beaucoup plus proches de l'un de l'autre. Il fallait à la fin faire un demi-tour et la différence ici c'est que les rames tournent un petit peu à droite et ensuite à gauche. Et bon, il a fait tout l'asservissement visuel pour contrôler la machine. Et moi, j'étais en charge de vérifier que la machine fonctionne et ça s'est bien passé. À la fin, on a enregistré un ROSBAC avec les positionnements RTK de la machine. Et bon, ça c'est l'analyse de cette ROSBAC.
Malheureusement, la première partie n'a pas été enregistrée, mais après on a rattrapé l'erreur. Bon, c'est ici où la machine a commencé à parcourir les trajets. Ici, c'est le dead reckoning, où la machine avançait tout en ligne droite, en suivant la stratégie que le docteur a choisie. Et ici, vous voyez les demi-tours. L'orientation de la machine est définie, bon, la position et l'orientation de la machine est définie avec ce petit cercle, avec la ligne droite. Et vous pouvez voir ici que la machine, avec la stratégie d'asservissement visuel, il a réussi à se décaler de la ligne droite et suivre le rang de plantes. Et donc ça, c'est, bon, je pense que c'est le résultat plus important de la thèse de Jorge. Et comment est-ce qu'il a choisi de faire le suivi du rang? C'est avec une stratégie d'asservissement visuel qui détecte le point de fuite ici et des rangs. Il a détecté les plantes, il a défini du cluster de plantes. Après, il a détecté les lignes, il a adapté les lignes sur ces rangs. Et ensuite, il a estimé et traqué le point de fuite pour faire l'asservissement visuel. Et c'est comme ça qu'il a commandé la machine et pendant tous ces projets-là, tous ces trajets que je vous montre. Et le GPS a servi juste pour vérifier que le trajet a été bien réalisé. Là, il se perd. Ok. Et ça, c'est pour la navigation. Aujourd'hui, la machine Synteo est compatible ROS 2. Et ici, je vous montre quelque chose qui un stagiaire, sur lequel un stagiaire travaille. On a fini avec la description du robot, les GPS, on a installé un leader DSS Snap à l'avant. Et bon, et notre promesse, c'est que la personne intéressée à travailler avec ces machines, pour les téléopérer, il devra avoir accès au réseau Wi-Fi de la machine et synchroniser son horloge de la machine et ensuite configurer le Network ID du réseau pour tout de suite faire la prise en main de la machine. Ça, c'est la promesse. Et oui. Et bon, comme je disais au début, j'ai fait partie de la plateforme Premise, donc c'est mon intérêt que tout ce travail soit bien documenté et stocké dans une forge logiciel. Et donc, on a créé un groupe de travail dans la forge. Et bon, ce n'est pas toujours facile, mais je n'ai pas envie qu'on perde le temps. Et donc, même si ces stagiaires ne s'intéressent pas par ce type par cette partie du travail, et c'est quelque chose qu'on a vraiment poussé pour que la documentation plus tard sert comme un point d'échange avec toute la communauté. Et bon, la documentation est disponible sur un site web et, bon, et on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'il reste à faire. Et c'est pour ça que je voudrais juste vous montrer cette partie de notre travail. Ça a commencé par le Challenge ROS, ensuite la Chrometrics. On a inscrit tout ce travail de développement dans le Robotex T-Rex. Il nous reste à faire le partage. Et vraiment, si vous êtes intéressé de travailler avec cette plateforme, c'est aussi l'intérêt de faire un bon travail pour que plus tard ce travail soit utilisé pour la communauté. Et c'est pour ça on se pose la question de quelle licence on va choisir pour notre travail. Et c'est pour ça qu'on on a invité à Teresa Gómez Díaz, un ingénieur de recherche très au point sur le sujet. Et pour faire une présentation sur les licences logicielles. Et vous êtes tous invités. C'est le mercredi 31 mai à 10h. Je pense que le code QR ne va pas marcher, mais
J'ai eu quelques soucis ce matin. Mais toute l'information est disponible sur la wiki du réseau. J'ai noté la date et un lien vers la présentation Zoom. Et vous êtes tous invités. Ça sera par Zoom. Ouais. Et donc c'est tout de ma part. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon? Oui? Alors, je n'ai pas bien compris. Il y a deux types de capteurs. Enfin, je vois le capteur à l'avant. J'ai compris qu'il y a un capteur aussi en dessous. Oui? Le capteur en dessous, comment vous gérez les ombres? Parce qu'on a plein d'ombres qui sont projetées par l'appareil. C'est la vision qui arrive à bien voir quand il y a beaucoup de soleil, l'ombre, ou comment vous faites? Oui, c'est vrai qu'on a dû réfléchir on a dû prévoir ce type de problème. Je suis bien d'accord avec vous. Donc, on a installé deux systèmes d'éclairage, deux lampes au-dessus de la machine. Et ces 4 VAR ont servi à monter une bâche pour protéger l'air et éviter ce type de problème. On a vu que la caméra qu'on a utilisée arrivait à s'adapter très bien aux conditions d'éclairement. Et parfois ça fonctionnait très bien avec l'éclairage, sans l'éclairage, ça dépendait de la lumière de l'heure. En fait. J'avais une autre question. J'ai bien compris que vous détectiez donc, les plantes les plus grosses, mais ce n'est pas celles-là qu'on veut enlever, c'est les adventices qu'on veut enlever. Et souvent, on veut enlever les adventices quand elles ont 1 ou 2 cm. Oui. Donc, vous détectez aussi les adventices, en plus des haricots et du maïs? Oui. Et au départ, on a suivi la stratégie de détecter les maïs parce que c'était la plante qu'il fallait absolument protéger. Il ne fallait pas agir dans le sol pour tuer les maïs. Et si on suivait cette stratégie, on devrait agir quand on ne détecte pas les maïs. Et on a aussi suivi la stratégie de détecter les deux pour activer l'outil quand on détecte l'adventice. Donc ce sont deux stratégies et le docteur a travaillé avec la première et Franco qui maîtrise mieux les outils d'intelligence artificielle, il a suivi la deuxième. Il détecte les deux et il agit. Et vous êtes aussi remonté à c'est ma dernière question, une cartographie des adventices. Et est-ce que vous aviez une vérité terrain? Je crois me souvenir que dans Rose, il y avait des balises qui permettaient d'avoir une vérité terrain. Oui. Et est-ce que la cartographie était suffisamment précise avec le RTK? Et je pense que la cartographie a été bien faite. Pardon, je ne sais pas laquelle. Mais dans la diapositive où je montre le parcours du robot, et on voit les données qui ont été partagées par l'INRAE, les points GPS par lesquels l'outil qui a semé les graines a passé. Et il existait juste un petit décalage entre les points que la machine a suivis et le passage de notre machine, de notre plateforme. Donc le travail de l'INRAE est très bien fait. Il existe toujours un petit décalage parce que c'est un grain qui pousse à droite, à gauche. Et même si les grains étaient semés ici, la plante aurait pu. Alors, sinon, je vais faire une dernière question. Quand vous passez du maïs au haricot, il y a une zone de 10 mètres, je sais pas, où il n'y a absolument aucun plan. Oui. Donc là, vous ne pouvez plus vous localiser par la vision. Oui. C'est du open loop, c'est du hasard
On avance, puis on espère tomber sur le haricot ou une stratégie plus évoluée? Des mémoires et pour les challenges metrics, ça a été fait comme ça. C'était open loop, tout droit, et waiting to, d'attendre de voir les premiers points, la première plante. Et le virage, du coup? Pardon? Et le virage, comment? Ça a été fait avec on a mesuré la distance entre les deux rangs. Et de mémoire aussi, le doctorant a fait ça. D'abord, il a vérifié quel angle de braquage il fallait pour faire un tour dans certains rayons. Et après, sur place, il a mesuré pour faire exactement la même chose. L'angle de braquage pour faire le virage qu'il fallait. Oui. Tu as parlé d'utiliser un drone dans une configuration future. Oui. Vous aviez quoi en tête comme tâche conjointe? Ah, et les virages. Et c'était juste une idée qu'on a commencé à travailler. Mais c'était exactement que les robots arrivaient au fin du trajet, que les drones décollent, qu'ils se positionnent au milieu des deux rangs pour mesurer quel est le rayon de virage. Et ensuite que cette information sert à faire les tours. Donc aide à la localisation cartographique. C'est ça, oui, exactement. Et dans l'idée de que le projet PROS a été très bien documenté, donc on avait les positions des plantes, la carte, et si on devrait s'adapter plus tard à une autre carte, à un autre environnement, on devrait avoir le même type d'information, et pour faire ça, on voudrait se servir de drone sur place. Et le capteur qui détecte les plans, c'est hyperspectral, c'est ça? Ici? C'est des images hyperspectrales? Oui, on a... Non, pas exactement. On a mis une caméra RGB et une caméra near-infrarouge du type Raspberry Pi. Ah, ok. Donc on avait ces deux informations. C'est ça le spectre qu'on a couvert. Oui. D'accord. Et du coup, c'est pas très gros, ça peut s'embarquer dans un drone ou c'est trop lourd pour l'instant? Ah, et c'est trop lourd pour l'instant. Ouais. Mais c'est vrai que, parce qu'on a travaillé avec ces plateformes, on ne s'est pas posé la question de s'il fallait faire attention au poids. Ouais. Et donc on a choisi, on a installé, mais on n'a pas réfléchi au poids. Mais ce type de stratégie du type agnostique pour les drones, c'est aussi intéressant. Mais c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. C'est ça. Ah, ça serait intéressant de réfléchir à quelque chose qui peut servir à s'interfacer aux drones dans lesquels vous travaillez. Pourquoi pas? Merci. De rien.